L'audience est ouverte, soyez vous asseoir. Ministère public contre M. C.C. Raphaël Aba. Venez. M. Alpha Amadou Baldé. M. Marcel Guilavogui. M. Claude Pivi. M. Moussa Kieboro Kamara. M. Ibrahim Kamaradi Kalonzo. M. Aboubakar Gakite Edi Toumba. M. Blaise Goumou. M. Moussa Dadis Kamara. M. Mamadou Aliou Keita. M. Abdoulaye Chérif Diaby. M. Paul Mansa Guilavogui. Le Parti civil, M. Ouriba Iloba et plusieurs autres. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FIDH. L'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH. L'Association des parents, victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA. On va continuer avec les plaidoiries de la défense. Ça sera le tour de Maître Malik Diakité pour M. C.C. Raphaël Aba. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Certains confrères m'ont dit que, avant justement les réquisitions du parquet, du ministère public, certains m'ont dit, mais pourquoi tu vas venir plaider? Ton client n'a rien fait, il n'a pas de problème. Et je les ai vus prendre les choses un peu à la légère. Et puis est venu le réquisitoire. Bon, évidemment, moi-même je sais que la justice, en justice, rien n'est gagné d'avance. Il faut être toujours être prêt. Et donc, lorsque le réquisitoire est intervenu, eh bien, C.C. Raphaël Aba a pris 14 ans. Enfin, ça c'est la proposition du ministère public, c'est son réquisitoire, c'est sa demande. Monsieur le Président, le temple historique du football, qui a connu les moments de gloire du club mythique, le Afia et du Sili national. Il y a eu du bruit au stade du 28 septembre. Il y a eu des cris, il y a eu des pleurs, il y a eu des cris de panique, des cris de douleur, des crépitements d'armes à feu. Mais aujourd'hui, loin de ce brouhaha, dans ce temple de justice silencieux qui exige ou qui impose le silence,
je vais plaider, parler pour défendre un homme des humbles, un simple parmi les simples, un humble parmi les humbles. J'ai nommé C.C. Raphaël Haba. Mais pas que. Je parlerai et je répliquerai aux propos que j'ai entendus qui concernent l'ensemble des accusés. Nous sommes obligés de défendre aussi l'ensemble des accusés. Et notamment, je parlerai de la planification du massacre, puisque le ministère public et certains avocats de la partie civile ont cité le nom de C.C. Raphaël Haba parmi ceux qu'ils désignent comme coupables des faits de crimes contre l'humanité. Comme le 28 septembre 1958, où, contrairement aux pays africains francophones, la Guinée répondait non à la communauté proposée par le général Charles de Gaulle, un grand homme. Et donc, la Guinée a opté pour l'indépendance immédiate. Notre pays a décidé de prendre ses responsabilités et d'organiser le procès, son procès, celui du massacre du 28 septembre 2009. Évidemment, on l'a dit, on l'a répété, c'est sans précédent dans l'histoire judiciaire de l'Afrique. Un État d'Afrique qui juge ses anciens dignitaires, ses anciens dirigeants politiques et militaires. La Guinée peut en être fière et nous avec elle. La leçon que nous donnons à l'Afrique est que lorsque des dirigeants sont soupçonnés d'avoir commis des crimes graves, la justice de l'État concerné doit les poursuivre et les faire juger. Les populations savent désormais que les institutions sont plus fortes que les hommes et que la plus haute autorité de l'État peut être jugée comme toute personne, et donc que personne n'est au-dessus des lois. Elles savent désormais, ces populations-là, que le gouverneur, le préfet, le maire, les autorités administratives de proximité ne sont pas des dieux et qu'ils peuvent également être arrêtés et jugés en cas d'infraction commis par eux. En disant cela, c'est toujours l'avocat de la défense, un des avocats de la défense qui parle. Ce n'est pas un des avocats de la partie civile. On pourrait croire, parce qu'un avocat de la défense peut effectivement désapprouver les massacres. Avec ce procès, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, les Guinéens découvrent les faits des visages, le visage de la justice de leur pays, à travers un juge-président qui se démarque par son calme olympien, écouteur impartial. Le ministre Abdou Kabele Camara, qui est mon maître de stage, me disait que le juge est un homme seul. Personne ne vient lui dire s'il a bien assuré son audience. L'avocat, il a ses clients, lorsqu'il finit, ses clients peuvent lui dire « Ah, mais tu as bien plaidé, c'est bien, je te remercie, félicitations ». Mais le juge se retire de son bureau et personne ne vient lui dire, effectivement, que, Monsieur le Président, vraiment, vous avez bien assuré la police d'audience. Alors, je profite de cette plaidoirie pour faire ce que mon maître de stage m'a dit. Monsieur le Président, je voudrais vous féliciter parce que dès le départ, vous avez imprégné votre autorité. Rappelez-vous, lorsque le procès prenait une tournure communautaire, vous avez stoppé cet élan. Vous avez même interdit certains termes à élan communautaire. Je m'excuse. On a loué votre capacité d'écoute. Oui, oui, c'est vrai. On l'a remarqué par certaines expressions. Vous avez dit parfois, maître, il a répondu à cette question. Mais pour dire ça,
il faut avoir écouté, il faut avoir une capacité d'écoute pour rappeler à l'avocat, ah, maître, il y a 1 heure, il y a 2 heures, cet accusé qui comparait a dit ça. Mais il faut avoir une capacité d'écoute pour, effectivement, se rappeler ou rappeler à l'avocat cela. Vous avez souvent dit, maître, je vais vous aider à comprendre la réponse. Mais pour dire ça aussi, il faut aussi avoir non seulement entendu, mais compris ce qui a été dit. Et pour rappeler à l'avocat la réponse, ou expliquer en tout cas ce que l'accusé dit. Alors, vraiment, on loue votre capacité d'écoute. Parce que écouter et entendre, ce n'est pas la même chose. Mais je voudrais aussi vous féliciter pour votre attitude à l'égard des accusés. Vous les avez respectés, vous les avez considérés. Ils ont eu tous les droits qu'on peut avoir dans une salle d'audience. Et ça, je voudrais vous féliciter de cela. Les avocats ont eu très malheureusement des frictions avec vous. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quand on dit que vous avez la police d'audience, ceux qui ont écrit ça, ont dit un mot fort, police. Ils n'ont pas dit autorité, ils n'ont pas dit, voilà. Ils ont dit police. C'est-à-dire que vous êtes un dictateur de l'audience, vous êtes un dictateur. Vous dictez et on obéit. Et donc, ce n'est pas normal que les avocats aient des frictions avec vous. On aurait pu avoir des frictions avec le ministère public, mais pas avec vous. Mais la fougue de la jeunesse, Monsieur le Président, c'est aussi cela. Mais je peux vous rassurer que vous avez notre respect. Il y a des acteurs du procès, on a l'impression que ce sont des figurants. Le public se demande, mais qu'est-ce qu'ils font au procès? Ils ne parlent jamais. En 19 mois, on ne les a jamais entendus parler. Je parle bien sûr de ceux qui sont à votre droite et à votre gauche, les assesseurs. Bon, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est des anonymes. Mais pour nous qui les connaissons, nous savons que ce sont de brillants magistrats qui assument ici le rôle le plus difficile du procès. Oui, s'asseoir de 9h à 17h sans parler, c'est le rôle le plus difficile qu'on peut avoir dans ces salles d'audience. Et surtout qu'ils doivent écouter, comme vous. C'est exténuant, c'est fatigant, c'est épuisant. Et je les comprends, mais je voudrais les féliciter et les encourager. Le ministère public, composé exceptionnellement de 3 représentants qui, à toutes les audiences, a œuvré avec une sérénité et un respect des accusés, assez remarquable pour que je le souligne. Ce comportement inhabituel du ministère public dénote que son cheval de bataille n'était pas de rechercher à tout prix la culpabilité des accusés, mais dans son comportement, on a vu que le ministère public recherchait plutôt la vérité. Quand vous cherchez la culpabilité, comme d'habitude on le voit souvent, on voit souvent le ministère public vraiment agressif. Mais là, ils ont été d'un calme imparable, mais ça dénote qu'ils cherchaient la vérité et pas forcément la culpabilité. Mais attention, ça c'est avant le réquisitoire. Les avocats, toutes parties confondues, ont été très professionnels. Et pour moi, qui suis le secrétaire général du Conseil de l'Ordre des avocats, c'est une fierté. Il y a eu des difficultés au début, mais n'oublions pas que le barreau de Guinée est l'un des plus jeunes, sinon le plus jeune d'Afrique, et l'un des plus jeunes du monde. Mais avec le temps, il y a beaucoup d'améliorations. Et puis, j'ai particulièrement apprécié les plaidoiries de mes consoeurs, elles ne sont pas là, elles qui ne sont pas mises souvent à l'honneur,
je les encourage. Aux victimes directes et indirectes, le temps devra effacer vos blessures. Et je comprends vos attentes de justice. Nos chers accusés, qui prennent leur sort avec philosophie, ils ont entendu beaucoup de choses, pas faciles à supporter. Je peux même dire certaines expressions qui révoltent, mais je veux les féliciter pour leur calme et leur discipline. Alors, je n'avais pas prévu de faire ça, mais puisque mes prédécesseurs l'ont fait, remercier certaines personnes qui n'ont pas grand-chose à voir avec le procès. Je voudrais remercier mon père, puisque les gens, mes défenseurs l'ont fait, il faut que je le fasse aussi, mais ce n'était pas prévu. Mon père, je vous dis son nom. Son nom, c'est Aboubacar Sidiki Diakité. Ce n'est pas lui, c'est mon père qui a manière. Ce n'est pas Toumba. Mon père, Aboubacar Sidiki Diakité, a eu des problèmes à cause de ce nom. Lorsque, après le 3 décembre, où il y a eu la tentative d'assassinat du président Dadis, et que Toumba était l'homme le plus recherché de la Guinée, mon père a été souvent arrêté en circulation. On lui demande sa carte d'identité, on voit Aboubacar Sidiki Diakité. Monsieur, sortez. Alors, attente, appel, et puis tout ça, il faut des interventions de certaines autorités pour le laisser partir. Je voudrais le remercier aussi. Mais je voudrais surtout remercier ma mère, Madame Fondio Lissa Ndiaye, qui est à Abidjan, et qui m'a toujours dit, quoi que tu fasses, que tu agisses, que tu parles, où que tu sois l'ambassadeur de l'éducation que je t'ai donnée. Et j'essaie d'être l'ambassadeur de la famille Fondio Diakité. Monsieur le Président, aujourd'hui, grâce à ce procès et à sa diffusion, dans les médias, chacun peut se faire une opinion de l'innocence ou de la culpabilité des uns et des autres. Je parle bien des accusés. Usant toujours de cette qualité de membre du secrétaire général du Conseil de l'ordre des avocats, je m'en voudrais si je ne profitais pas pour remercier le président Moussa Dadis Camara pour ce qu'il a fait pour le barreau. Il a dû oublier, mais je vais lui rappeler. Peut-être qu'il ne se souvient pas lui-même, mais il a offert verbalement, il a fait don d'un siège au barreau de Guinée, notamment l'une des villas des Nations, qui est attenante au Palais des Nations. Malheureusement, le secrétaire permanent du CNDD a traîné les pas jusqu'à la tentative d'assassinat et nous n'avons pas pu avoir ce siège. Mais dans tous les cas, la volonté y était. Je voudrais aussi dire qu'il nous a offert un quart pour la mobilité des avocats, pour aller dans les conférences et pour les détentes à l'intérieur. Et les clés de ce quart nous ont été remises par le colonel Moussa Tcheboro Camara, après un bel hommage aux avocats. Le président nous a offert aussi une voiture tout-terrain, 4x4, mais qui a été remis entre les mains du bâtonnier de l'époque. À cette époque aussi, les avocats étaient divisés, suite à la sanction que le Conseil de discipline avait infligée à l'un des éminents bâtonniers que nous avons pu avoir. Et ça fracturait le barreau.
Certains avocats étaient de son côté, et puis d'autres pour le bâtonnier en exercice. Le président de la transition a invité tous les avocats, parce qu'on lui avait demandé, est-ce que c'est le bâtonnier qui vient? Il a dit non, je veux que tous les avocats viennent. Et il nous a reçus à la RTG, à la radio-diffusion télévision guinéenne. Et il nous a demandé de recevoir ou de réinscrire l'avocat ou le bâtonnier sanctionné. Il a eu des mots très touchants, nous invitant à l'unité. Et depuis, le barreau, les avocats ont refait leur unité. Et je voudrais remercier le président Moussa Dadis Camara pour cela. Mais ce n'est pas tout. Le président Moussa Dadis nous a aussi honoré le barreau en distinguant le barreau de la médaille de commandeur de l'Ordre national du mérite. Il a fait, mais il a remis les médailles aux plus hauts représentants du barreau, c'est-à-dire le bâtonnier et le secrétaire général que je suis. Et je voudrais l'en remercier puisqu'il a fait aussi remettre ces médailles par le président Abdoulaye Wade. Mais tout cela, c'était pour encourager les avocats à participer plus efficacement à l'œuvre de justice. Et depuis, nous avons fait beaucoup de chemin. Nous nous réjouissons aujourd'hui de vivre cet événement judiciaire exceptionnel, car par le passé, nous avons connu des massacres qui n'ont pas fait l'objet de procès. Les enfants, les conjoints des victimes vivent cela comme une injustice. Notre histoire est parsemée de périodes sombres, dont le point culminant fut le massacre du 28 septembre 2009. Je m'excuse, je vais boire. Tout le long de la Première République, de 1958 à 1984, des hommes et des femmes considérés comme traîtres à la révolution d'alors ont été pour certains torturés, pendus publiquement ou fusillés au peloton d'exécution. Qu'ils aient raison ou qu'ils n'aient pas tort, qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison, ce n'est pas c'est pas pour ça que je rappelle ça, mais c'est parce qu'il n'y a pas eu de procès. Sans procès régulier, sans procès. Et plus précisément, comment ne pas se souvenir, en ces instants, de la vague de tueries qui s'est répandue sur tout le pays après l'agression qu'a subie la Guinée en 1971. Beaucoup de nos aînés n'oublieront pas la date du 18 janvier 1911, puisqu'elle rappelle des crimes de masse commis sur ceux qui étaient soupçonnés d'avoir collaboré avec l'ennemi, l'Occident, la France en première. La Deuxième République qui l'a succédé a débuté par des assassinats des dignitaires du régime révolutionnaire. Là aussi, sans procès. On se rappellera du fameux Ouattara. En 1987, des populations quittant les quartiers de l'Axe et de plusieurs quartiers du Conakry vont manifester leur mécontentement contre la malgouvernance de l'époque. On les a fusillés, chemin faisant, vers le pont 8 novembre. On n'en connaîtra pas le nombre exact, mais nous avons entendu parler de centaines de morts également. À Zogota, on ne parle pas beaucoup de cela, mais des villageois ont été assassinés par une expédition punitive. Là aussi, sans suite judiciaire. Les morts assassinés ont
été abattus comme des chiens. Le chien, on le tue, personne ne demande de compte, de justification. Il n'y a pas de procès. Et on passe à autre chose immédiatement. Que faisons-nous face à ce passé douloureux? Nous préférons regarder l'avenir et vivre le présent que de nous tourner vers notre passé. Comme l'autruche, dès qu'il s'agit de notre histoire récente, nous entrons notre tête dans la terre, sous la terre. Pardon. Nous préférons parler des exploits de Samori Touré, Alpha Yaya Diallo, Zobela Touba, Dina Salifou, etc., contre le colonisateur et nous taire sur nos propres bêtises. Un célèbre chanteur ivoirien disait « Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Alors, ne cherchez pas qui sont les ennemis de la Guinée. » Des massacres, comme celui pour lequel nous sommes là, peuvent se reproduire tant que nous fuyons notre histoire. La Guinée ne sera jamais une famille tant que ces blessures ne seront pas renfermées. Ne nous voilons pas la face. Nous avons bien dit la Guinée est une famille. Posez-vous la question, est-ce vrai? La Commission internationale d'enquête recommande ceci dans son rapport. Que la Guinée entreprenne un exercice de recherche de la vérité afin de faire la lumière sur son douloureux passé. Et je suis d'accord avec elle. Les intellectuels nous disent que c'est avec le passé qu'on prépare l'avenir. Bob Marley disait « N'oublie pas ton histoire, connais ton destin ». Les Rwandais l'ont compris. Ils viennent de commémorer avec beaucoup d'émotion les 30 ans du massacre des Tutsis, le génocide des Tutsis. L'Europe l'a également compris et qui nous rappelle toujours le génocide commis sous le règne des nazis en Allemagne par des ouvrages, des films, des documentaires incalculables. Nous regrettons les événements criminels qui ont jalonné l'histoire de l'humanité. Mais c'est vrai que sans aussi ces crimes qui ont jalonné l'histoire, il n'y aurait pas de texte juridique excellent, protecteur des droits de l'homme. Il a fallu ça aussi pour ça. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme est, à mon avis, le texte majeur à l'échelle de l'humanité. Et la Guinée pourrait s'en inspirer dans le cadre de l'élaboration d'une nouvelle constitution pour protéger, plus qu'avant, ses citoyens contre l'arbitraire, les abus de toutes sortes. Je le répète encore, il faut revisiter notre passé. Des peuples l'ont fait et vivent réconciliés et en paix durable. Parce que les nouvelles générations ne veulent pas vivre les drames que leurs parents ont vécus parce que les conséquences sont douloureuses. On pourrait bâtir une stèle ou un monument au stade du 28 septembre pour commémorer la mémoire des morts et rappeler que les jeunes se rappellent qu'au stade, il y a eu un drame en 2009. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, l'arrivée du CNDD au pouvoir mettait fin à une pagaille qui s'est instaurée au sein du pouvoir de la Deuxième République. Le président Lansana Conté, physiquement diminué et malade, ne gouvernait plus. Son entourage en profitait pour lui faire signer des décrets et ce qu'on appelait des contre-décrets.
lesquels contredisaient les premiers. On a même battu le record de vie d'un gouvernement. On se rappelle encore le gouvernement qui n'a pas fait un jour et qui a été balayé par un autre décret. La Guinée allait droit dans le mur. Elle naviguait à volo. L'armée, ne rassurait pas non plus à cette époque, à cette période de fin de règne de Lansana Conté. Il y avait des remous, des revendications portées par certains militaires qui avaient plus d'influence que leurs supérieurs. On pourra nommer Claude Pivy. Alors, on n'est pas étonné qu'à la prise du pouvoir, il y a eu quelques chaudes discussions sur le choix de la personne qui allait être placée à la tête du pays. Mais finalement, tous se sont accordés pour que le président Moussa Dadis Camara puisse prendre les fonctions de président. Le CNDD a hérité d'une armée indisciplinée, incontrôlable. C'est une vérité. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais nous avons vécu, nous sommes en Guinée, nous savons comment c'était. Platon disait, lorsque les personnes s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus de l'autorité ni de personne, alors c'est là la tyrannie. Et moi je dis, lorsque l'armée s'habitue à laisser faire des soldats, lorsque les supérieurs tremblent devant leurs subordonnés, lorsque finalement les jeunes méprisent la discipline, lorsque le communautarisme se développe dans l'armée, le favoritisme se développe dans l'armée, lorsque l'armée est divisée en clans, lorsque les chefs se méfient les uns des autres, cela donne un cocktail explosif. Le massacre du 28 septembre n'a pas été préparé par une réunion entre les chefs militaires, mais l'État lui-même, dans son incapacité à mieux organiser son armée depuis l'indépendance, de 1958 à 1984, l'armée était marginalisée, négligée. Le président Lansana Conté, lorsque un journaliste français lui posait des questions sur la situation de l'armée, il disait « mais l'armée c'est un foutoir », tellement qu'il était excédé. Nous allons parler de la réqualification. Mes prédécesseurs ont été très éloquents avant moi. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux ajouter. Mais nous sommes surpris, Monsieur le Président, d'entendre des plaidoiries et un réquisitoire qui se pondent ou qui portent sur une infraction qui n'est pas retenue, qui n'a pas fait l'objet des débats. Lorsque vous n'avez pas retenu une infraction, elle ne peut pas faire l'objet de plaidoiries, elle ne peut pas faire l'objet de réquisitoires. Alors, je m'excuse, mais le ministère public et les partis civils, ils sont hors jeu, hors sujet. Quand un professeur, quand un élève donne une feuille et que c'est hors sujet, vous savez ce que le professeur met comme note. Ici, vous saurez ce que faire. C'est comme s'ils n'avaient pas parlé. On ne peut pas tenir compte de ce qu'ils ont dit. Ah, ils ont requis des perpétuités, tout ça, mais on ne peut pas tenir compte, ce n'est pas possible. Il n'y a pas eu de débat là-dessus. Et donc, pourquoi se précipiter? C'est un peu comme, supposons un tribunal, où il y a l'infraction sur le vol. On débat sur le vol, et puis à un moment donné, le ministère public dit « Ah, vous réqualifiez, Monsieur le Président, en abus de confiance ».
Mais comment voulez-vous qu'à la fin des débats, le ministère public et la partie civile requièrent et plaident sur l'abus de confiance, alors que les questions, les réponses, les confrontations, la comparaison de témoins, tout ça a été basé sur l'infraction pour lesquelles les prévenus, quand je parle du vote, sont renvoyés. C'est comme si vous ne dites rien. Alors, maintenant, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous allez considérer? C'est que seuls les avocats de la défense ont plaidé. Et vous ne pouvez tenir compte que des plaidoiries des avocats de la défense. C'est tout. Vous ne pouvez même pas écouter ce qui a été dit du côté de votre droite. Vous ne pouvez tenir compte que de ce qui a été dit du côté de votre gauche. Alors, nous estimons que la partie civile n'a pas plaidé. Nous estimons que le ministère public n'a pas requis. En tout cas, c'est les infractions pour lesquelles les accusés doivent répondre. Monsieur le Président, il est clair que décider de requalifier sans ouvrir les débats sur la nouvelle qualification retenue portera hautement atteinte aux droits de la défense. Ce que je veux dire, c'est que lorsque vous allez mettre l'affaire en délibéré et que vous allez vous prononcer sur la question de la requalification, crime contre l'humanité ou pas, je veux dire que vous ne pouvez pas prononcer des peines immédiatement. Ce n'est pas possible. Parce que toute qualification, toute infraction doit être soumise à débat. Forcément. C'est forcément, c'est imparable, ce n'est pas possible. Pour un procès juste et équitable, il faut que les accusés soient de nouveau interrogés sur la nouvelle qualification. Mais voyez-vous, Monsieur le Président, si vous ne retenez pas dans votre délibéré l'infraction de crime contre l'humanité, les plaidoiries et le réquisitoire du ministère public, c'est zéro. Parce que si vous dites que c'est assassinat, meurtre, viol et tout ça qui sont retenus, et qui sont allés hors sujet, bon, voilà. Parce qu'ils ne savent même pas ce que vous allez retenir. Bon, ils se sont lancés trop tôt. Bon, ça, tant mieux pour les accusés. Alors, Monsieur le Président, en Europe, la possibilité de requalifier des faits par une juridiction de jugement reposant sur les faits visés dans la prévention n'est possible depuis l'arrêt Pellissier de la Cour européenne des droits de l'homme que si le prévenu est mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification retenue. Et même donc en Europe, vous voyez que la Cour européenne des droits de l'homme dit que quand il y a requalification, il faut que les prévenus, en tout cas, soient qu'on appelle mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification. Je parle de prévenus parce que là, il s'agissait effectivement d'une affaire correctionnelle. La Cour de cassation française a rappelé le 16 mai 2007 que si les juges doivent restituer aux faits leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée. La Cour de cassation française aussi l'a décidé, c'est une jurisprudence. Je vais venir sur la planification et c'est là où je vais défendre tous les accusés, Monsieur le Président. Je m'excuse. L'assassinat est un crime. est l'un des crimes reprochés à nos clients, dont C.C. Raphaël Haba. Cela suppose la préméditation. On a prétendu que le massacre du 28 septembre avait été planifié par les accusés. Alors, je voudrais dire que c'est surprenant. Pour vous démontrer que c'est impossible qu'ils aient prémédité cela, je voudrais faire la différence entre les massacres
le massacre qui a eu cours en Guinée et ceux qui ont eu cours ailleurs, et les comparer avec ce qui se passe en Guinée. Au Rwanda, il y a eu des actes préparatoires incontestables qui ont conduit au génocide. Il y a eu des réunions pour planifier le massacre. Les médias véhiculaient le message de haine envers les Tutsis. Les idées sous-tendaient les actions des génocidaires. On présentait les Hutus pendant des années. On les présentait comme on les présentait comme un peuple injustement agressé, menacé, méprisé par les Tutsis. Et on attribuait l'ensemble de cette responsabilité aux Tutsis. Tous les malheurs des Hutus, c'était les Tutsis. On a inculqué ça dans la tête des Hutus pendant des années. On a procédé à la distribution des armes de tout calibre, grenades. L'ordre de tuer était sans équivoque lorsque il y a eu un événement qui va tout déclencher. Peu avant, lorsque cet événement a été déclenché, c'est là où on va distribuer les armes, les grenades et tout ce que vous pouvez imaginer comme armes. Le crash de l'avion du président, le général Abiy Ahimana, dans la nuit du 6 avril 1994, a été le prétexte pour déclencher les génocides. Des soldats du bataillon paracommando et des miliciens de la mouvance présidentielle se sont lancés immédiatement dans la traque des civils. Tutsis. Ils ont détruit des domiciles et tué leurs occupants. Les opposants ont été tués avec leurs familles. Et l'objectif était clair, massacrer les Tutsis et détruire l'opposition, qu'il n'y ait plus d'opposition. On dit que le massacre du 28 septembre a été planifié par les accusés ou certains d'entre eux. Soyons sérieux et soyons de bonne foi. Celui qui planifie fait tout pour accomplir son projet. Il ne mène pas des actions pour empêcher la réalisation de son propre projet. Ce qui est sûr et qui est apparu aux yeux de tout le monde, c'est que l'État, à l'époque, va tout faire pour empêcher le massacre, va tout faire pour éviter la tenue de la manifestation qui a conduit au massacre. Premièrement, un communiqué du gouvernement demande de surseoir à toute manifestation sur l'ensemble du territoire national le 28 septembre 2009, car c'est un jour de recueillement en la mémoire des martyrs. Si je veux tuer des gens, si je veux massacrer, mais je ne dis pas de surseoir toute manifestation. Au contraire, j'encourage les gens à aller au stade. Aller au stade, oui, c'est bien. Manifester. Et puis j'envoie les militaires, je tue les gens. Mais je ne dis pas, non, ne manifestez pas. Celui qui veut massacrer, il ne dit pas aux gens de ne pas aller au stade. Le gouvernement a demandé que la journée de ce jour soit consacrée à la commémoration des martyrs et des héros du pays. Donc, de ne pas tenir ce meeting. Mais comment des gens veulent tuer et ils disent et puis ils veulent tuer au stade, parce que c'est ça qu'on dit. Mais ils disent de ne pas aller. Ils disent non, pas de manifestation. Je ne comprends pas. Si vous pouvez m'expliquer ça, je ne comprends pas. Deuxièmement, le président Moussa Dadis Camara a ordonné le casernement de tous les militaires dans les camps militaires pour éviter tout engrenage. Mais s'il veut massacrer, les meilleures personnes pour le faire, je dirais même les experts en la matière, ce sont les militaires. Il aurait dû, au contraire, ne pas les caserner, mais dire allez-y, au contraire. Voilà, c'est ça la planification. Mais quand vous dites restez, mais pourquoi vous dites restez? C'est parce que vous voulez éviter les affrontements. Mais c'est tellement évident. Restez. Parce qu'il ne peut pas faire confiance à d'autres personnes que les militaires. Je ne sais pas, les gens ne sont pas professionnels en la matière. Si vous voulez faire un travail propre en griffe, c'est très mal de dire ça, propre, mais
Oui, quand vous voulez faire un travail de professionnel, vous envoyez vos militaires, vous ne les encadrez pas. Alors, des gens qui ont conçu, qui ont préparé la mort des gens. Comment on peut dire d'encadrer? Non. 3. Le directeur général du stade, du 28 septembre, a pris une note de service, numéro 043, pour fermer le stade à compter du 11 septembre, jusqu'à nouvel ordre. Soit très longtemps, même 17 jours avant le massacre. Mais lorsqu'on prévoit de tuer des gens au stade, mais comment on peut dire, on peut fermer le stade, dire le stade est fermé, n'y allez pas. Mais je prévois de vous tuer, mais je ferme le stade. Mais quand même, c'est quand même incroyable. Je peux prévoir ça. Ils sont fous, ils sont fous. Ils sont fous, je ne comprends pas. C'est pas possible. Si j'ai l'intention de tuer quelqu'un à 20h chez lui, et que je lui dis, et que je prévois de le tuer à 20h, chez lui à la maison, à son domicile. Après, je l'écris, je l'appelle, je dis non, ne rentre pas chez toi à 20h. Mais attends, je suis fou, bien quoi. Qu'est-ce qui me prend? Non. Mais au contraire, le directeur du stade aurait dû se taire, ouvrir la porte du stade, et les gens allaient rentrer, on envoie les militants, on tue tout le monde. 4. Le ministre de l'administration du territoire et des affaires politiques, par arrêté, a interdit toute manifestation ou activité de nature à troubler l'ordre public. Il a interdit toute manifestation ou activité de nature à troubler l'ordre public. Mais des gens qui veulent tuer, qui veulent massacrer, qui disent encore, on interdit toute manifestation ou activité de nature à troubler l'ordre public. Mais si ce n'est pas parce que je veux sauver des gens ou je veux prévenir des risques d'affrontement, mais ils ont eu le souci d'éviter des affrontements. C'était ça leur souci. C'était ça leur préoccupation. Mais moi, je prévois de massacrer. Le ministre prend un acte pour dire toute manifestation interdite. Mais c'est quoi ça? Comment on peut planifier? C'est quel genre de planificateur ça? Quand même si vous êtes fou, vous ne vous comportez pas comme ça. Mais au contraire, lorsque vous voulez protéger les gens, lorsque vous prévoyez un affrontement, vous prenez ce genre de dispositions. Et le gouvernement a pris ses responsabilités, conformément, il n'y avait pas de constitution, elle était suspendue, mais vraiment conformément au texte, vraiment, de loi, les principes qui doivent générer la conduite d'un gouvernement. Le ministre du Travail, 5, a fait du 28 septembre une journée fériée, chômée et payée, en vue de commémorer, que tout le monde commémore chez lui, cette journée du 28 septembre. C'était dans le but que chacun reste chez lui. C'était dans l'espoir que les gens restent chez eux. Et que la manifestation projetée échoue. Même planificateur ou des planificateurs, ils ne prennent pas ces mesures. Non, ils laissent les gens aller, et prévoient de les éliminer. Mais ils font tout pour qu'il n'y ait pas de meeting. Ils font tout pour qu'il n'y ait pas ce qui est arrivé. Pouvez-vous m'expliquer ça? Mais on n'a pas besoin d'explication. Le comportement ou l'attitude des gens, c'est logique. Éviter tout affrontement entre les gens. 6. Alors ça, c'est fort. Un président de la République, à 2h du matin, qui revient d'une tournée harassante, fatigante, au fouta, qui vient, malgré tout, avec tous les actes administratifs qui ont été publiés, mais qui prend la peine de prendre son téléphone, appeler un des meneurs de la force vive, un des leaders de la force des forces vives, pour lui dire, n'y allez pas. Je vous en prie, n'allez pas au stade. Retenez-vous. C'est des gens qui, lui, planifient. En fait, comment des planificateurs peuvent parler comme ça? Prendre à 2h du matin, vous voyez un président de la République se plier, se rabaisser jusqu'à ce niveau?
Ce n'est pas pour le président Sidia, je l'aime bien, mais qu'un président se donne la peine de vous appeler c'est parce que lui, il a pressenti ce qui allait arriver. Et n'importe qui, et même pas le président seulement, même nous qui ne sommes pas allés au stade, beaucoup ont pressenti ça. Même ceux qui ne sont pas, parce que beaucoup ne sont pas allés au stade aussi. Ils voulaient aller, mais ils sont reculés. Avec tout ce qui a été dit comme message et tout, beaucoup sont restés chez eux. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont pressenti ce qui allait arriver. Le président prend la peine donc d'appeler. Grave. Quand il finit d'appeler, enfin, il finit même pas d'appeler, le téléphone se coupe pendant qu'il le supplie de ne pas aller. Il rappelle. Téléphone coupé. Franchement, je vous laisse vraiment comme je donnerais un devoir à un élève. Je vous donne ce devoir-là et réfléchissez sur ça. Un président qui appelle à 2 heures du matin, un opposant, enfin un leader de défense vive, qui a organisé la manifestation, pour lui dire de ne pas aller. Il le rappelle, son téléphone se coupe, il le rappelle. Plus de communication. Je vous laisse interpréter ça. Mais qui peut dire, alors, mais comment des planificateurs se comportent comme ça? Ce n'est pas possible. C'est évident que tout a été fait pour ne pas qu'il y ait le 28, les massacres du 28 septembre. Il y a eu un septième. Il y a eu un déploiement exceptionnel de la gendarmerie sur tous les axes importants de la capitale de Kaloum. Du kilomètre 36 jusqu'à tous les points. Pour décourager certainement les gens, pour aussi faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème ou d'affrontement dans les rues de Conakry. Et vous avez compris que si c'était des génocidaires, les gendarmes auraient même pu tuer les gens, d'arriver même au stade du 28. Mais non, personne n'a déploré de mort pendant la marche de ces manifestants. Sauf que même, on a pu déplorer que les gens ont détruit, comme on l'appelle, le commissariat de Bellevue pour prendre des armes. Ça, c'est les manifestants. Mais les gendarmes ont été républicains. Alors, ça, c'était pour éviter effectivement des pillages et autres choses. Bon, la sécurité, c'est l'État. Donc, les gendarmes étaient là pour assurer la sécurité. 8. Au stade, il y a eu 180 hommes déployés. 180 hommes, gendarmes, venus de plusieurs escadrons pour maintenir la sécurité. Lorsque je veux vraiment massacrer les gens, je n'envoie pas des gendarmes 180 au stade. Pourquoi? Mais non, je fais le vide, ils entrent en toute confiance, je viens, je les tue. Mais quand je vois des gendarmes qui sont là, même peut-être même pour empêcher les gens d'entrer au stade, ça c'est de la planification, ça. C'est pas au contraire pour sauver les gens, pour prévenir tout affrontement, tout problème après. Alors, le CNDD ne s'est pas contenté d'écrire, d'appeler au téléphone. Physiquement, ils étaient au stade, avec le colonel Moussa Tiboro Kamara, qui est là, et qui supplie pendant des heures, n'entrez pas au stade, n'entrez pas au stade. Je vous en prie, n'entrez pas au stade. D'abord, ça a commencé avec des blagues, bien sûr, mais après, il supplie même. On a même dit qu'il s'est énervé, qu'il a menacé. Oui, mais ben évidemment, si je veux vous sauver contre vous-même, je peux m'énerver. Oui, parce que si peut-être je parle doucement, vous n'écoutez pas, je m'énerve, peut-être que vous allez écouter. Alors, des planificateurs, des gens qui ont organisé le massacre qui se comportent comme ça, évidemment, c'est faux, archi faux, archi faux. On n'a même pas besoin de parler, parole contre parole, non, c'est les faits. C'est les faits qui montrent que, effectivement, le CNDD était là pour éviter, enfin, avait décidé d'éviter tout problème, tout ce qui est advenu au stade.
Mais les manifestants n'ont pas écouté. Il suffisait d'écouter. Surtout qu'on l'a dit, c'est une question de jour. Ce n'est pas ce jour-là. Faites un autre jour. Reportez. Quel est le problème? Reportez. Ce que vous avez dit ce jour, vous le direz un autre jour. Quel est le problème? Quel est le problème? Alors, on met tout sur cela, mais les manifestants, oui, ils ont déconné. Disons-le, ils ont déconné. Parce que c'est vraiment un défi. C'est un défi. Mais c'est surtout l'aveuglement. Mais nous tous, on n'est pas allés, beaucoup ne sont pas allés parce qu'ils ont réfléchi. Ils ont su qu'il peut y avoir des problèmes. Vous croyez que le CNRD aujourd'hui, qui a interdit, parce que le CNRD aussi a fait ce que le CNDD a fait en 2009, le CNRD a interdit toute manifestation. Vous croyez que si vous marchez sur les rues, malgré l'interdiction faite par le CNRD actuel, la transition actuelle, qu'est-ce qui va se passer? Je vous demande, qu'est-ce qui va se passer? Si des hommes politiques appellent, puisqu'ils sont à l'extérieur, les militants à venir se rassembler quelque part pour venir tenir, qu'est-ce qui va se passer? Bon, je ne peux pas deviner, mais dans tous les cas, eux, ils ont évité. Ils ont tout fait pour que ça ne se fasse pas. Mais les manifestants ont tout fait. C'est ça, ils ont tout fait pour entrer. Ils n'ont pas cherché la mort. Ce serait faux, je ne peux pas le dire comme ça. Ils n'ont pas cherché ça. Personne ne cherche la mort. Mais ils étaient aveuglés. C'est la passion. C'est tout. 9. Quand les manifestants sont arrivés au stade, à l'esplanade, et qui parlaient avec le colonel Thibault, qui s'efforçait, s'évertuait, à leur demander de ne pas rentrer au stade, le portail était fermé. L'image là est forte. Portail fermé. Pendant que... Ça veut dire, n'entrez pas. Le portail parle lui-même. N'entrez pas. Il n'y aura pas de meeting. C'est interdit d'entrer. Mais on va ouvrir le portail. Bon, certains disent c'est Thibault, quoi, ben, tout ça, ces paroles, on ne peut pas en tenir compte. Même si c'était lui. Même si. Mais ça, c'est pour éviter l'affrontement. Quand vous voyez des manifestants venir en nombre, et en nombre, et en nombre, et qui dépassent même les forces de sécurité là, ben, vous êtes obligés. Sinon, il y a l'affrontement direct. Donc, vous ouvrez pour éviter. Mais, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour empêcher qu'une manifestation dégénère ou pour éviter qu'une manifestation se tienne alors qu'on sait qu'elle va dégénérer? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce que ce gouvernement pourrait faire de plus? Je n'ai jamais vu ça dans aucun pays du monde où un gouvernement a tout fait, mais pris toutes les mesures pour empêcher ça. Mais vraiment, c'est extraordinaire. Je crois qu'on m'écoute peut-être à l'extérieur. Et je sais que les gens, quand ils savent ça, ils vont dire non, mais ce n'est pas possible. Le CNDD a tout fait pour éviter ça. Le CNDD a tout fait pour éviter ça. Mais il y a des non-dits. Et comme c'est des non-dits, et je ne suis pas sûr de ce que je vais dire par rapport aux non-dits, je préfère me taire là-dessus. Quand on planifie un massacre, on ne fait pas la grasse matinée comme Toumba. Le matin, vous savez, même des planificateurs ne peuvent pas aller faire une tournée fatigante la veille d'un massacre. Ils prévoient de massacrer le 28. Ils font une tournée jusqu'au 27 tard dans la nuit. Quel massacre se conduit comme ça? Le matin, Toumba se repose. Il veut massacrer. Il veut participer au massacre. Mais il dort. Il est couché. Mais quel est ce planificateur qui se conduit comme ça?
CC, qui demande à Toumba la permission d'aller à la clinique pour être aux côtés de son épouse. Mais quel est le planificateur qui se conduit comme ça, aller chez son épouse alors qu'il doit aller massacrer au 28 septembre? Toumba dort alors qu'il doit massacrer au 28 septembre. Le président Dadis lui-même dans sa chambre, alors que le massacre est projeté. Qui peut comprendre ça? C'est vraiment une affaire de fou. C'est une affaire de fou, ça. Ça n'a pas de sens. Et personne ne peut agir comme ça. Qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ce que je vais dire? C'est que toutes les attitudes, tout ce qu'ils ont fait, c'est parce qu'ils avaient le souci de la vie et la sécurité des personnes. C'est tout. Ils avaient le souci de la vie et de la sécurité des personnes. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. On ne peut pas interpréter tout ça autrement. Vraiment. Et celui qui dit autrement, ben, c'est un fieffé menteur. C'est tout. Au Rwanda, les génocidaires n'ont pas demandé aux Tutsis de ne pas sortir de chez eux. Ils n'ont pas demandé aux forces de l'ordre de rester encasernés. Ils n'ont pas pris des mesures pour sécuriser les populations, surtout les Tutsis. Bien au contraire. Eh bien, la Guinée, elle l'a fait. Elle l'a fait. Les nazis n'ont pas demandé au SS ou à la Gestapo de ne pas sortir au cours de la nuit de long couteau ou dans la période de la solution finale. Ils n'ont pas barré les routes pour éviter toute circulation. Ils n'ont pas annulé des projets macabres. Non. Au contraire, ils les ont plutôt suscités et encouragés. En Guinée, tout, je dis bien tout, a été fait pour éviter les affrontements prévisibles. À titre de comparaison. Alors, bien sûr, le CNRD a interdit, le CNRD actuel a interdit les manifestations. Ce n'est pas parce qu'elles ont interdit qu'elle a l'intention de massacrer les gens. Oui, parce que parfois vous entendez, oui, c'était un moyen, bon, non, quand même. Alors, la seule différence, c'est qu'au temps du CNDD, on était à l'approche d'une éventuelle élection, et puis les populations n'ont pas obéi. La différence aujourd'hui, c'est que les populations ont obéi. Ils ne manifestent pas. Alors, en conclusion, ceux qui ne voulaient pas de violence ce jour, qui ne voulaient pas d'affrontement ce jour, qui ne voulaient pas de mort, qui ne voulaient pas de viol et de toutes les barbaries qui ont été commises au stade, sont assis devant vous. Mais ceux qui voulaient le massacre, qui voulaient l'affrontement, qui voulaient les violences, ne sont pas là, malheureusement. Ils ne sont pas là. C'est tout. Ils ne sont pas là. Les victimes, comme je l'ai dit, elles n'ont pas réfléchi et elles ont voulu défier. Aucun discours, aucune démonstration, aucun argument ne peut convaincre que les accusés ici présents ont planifié le massacre du 28 septembre 2009. Les faits parlent d'eux-mêmes, les actions parlent d'eux-mêmes. Il n'y aurait jamais eu de violence, d'homicide, de viol et de procès du massacre du 28 septembre si la foule, les militants et sympathisants avaient accepté de reporter. Ce n'est pas de tenir, mais de reporter leur meeting. C'est aussi simple. C'est un droit. On vous accorde ce droit. Mais le problème, c'est le jour, c'est tout. Quel est le problème?
Alors, mais les forces vives, plus que les militants, devaient appréhender les dangers. Les risques, les signaux étaient clairs. Personne ne peut dire qu'il ne pouvait pas imaginer que quelque chose allait arriver. Même les chefs religieux sont allés retrouver le président Datis et le gouvernement pour leur demander, vraiment, pour leur apporter des paroles sages. Même eux, ils prévoyaient quand même ce qui allait arriver. Mais on ne peut pas rejeter la faute aux victimes, parce que la foule, elle est dirigée. La foule ne réfléchit pas beaucoup. Elle a un objectif, elle s'en tient. C'est la passion, elle est dans l'action. Mais ceux qui sont dans la réflexion, ce sont les hommes qui dirigeaient les forces vives, les hommes politiques. Mais vous savez, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, l'homme politique ne pense pas comme nous. L'homme politique, c'est un calculateur, c'est un tacticien. Je suppose que les leaders se sont dit, si nous demandons à nos militants et sympathisants de reporter la manifestation, on va passer pour des peureux, pour des faibles, pour des gens qui sont incapables de joindre l'acte à la parole. Alors, surtout que les manifestants étaient décidés, trop échauffés. Ils étaient trop décidés à en découdre. Ils ne pouvaient pas comprendre. Alors, Vox Populi, Vox Dei. La voix du peuple est la voix de Dieu. Le peuple a décidé, allons-y. C'est irresponsable. Vous dirigez. Le peuple ne voit pas, il est aveuglé par sa passion. Mais vous êtes à la tête, vous réfléchissez pour le peuple. C'est pour ça que vous êtes là. Mais il faut leur dire, il y a un danger, reportons la manifestation. Mais qu'est-ce que ça nous coûte de reporter la manifestation? Ils peuvent le convaincre. Un célèbre homme politique guinéen, aujourd'hui disparu, disait que l'opposition guinéenne est la plus bête d'Afrique. Appréciez vous-même. En démocratie, système que nous idéalisons exige le respect de l'opinion de l'autre. Pas question de consensus, mais de discussion, de choix, de confrontation d'idées et opinions, de l'acceptation de la victoire de la majorité. Mais il y a un domaine qui exige le consensus, où on ne doit pas blaguer. Ce sont les symboles républicains, qui ne sont pas soumis à débat, des symboles qui nous rassemblent, qui nous unissent. Si nous sommes Guinéens, c'est parce que nous sommes unis par quelque chose, par le pays, le territoire, par le drapeau rouge, jaune, vert. Tous les Guinéens se reconnaissent en ce drapeau, où qu'ils aillent. Vous pouvez faire 15 ans en Côte d'Ivoire, ou au Sénégal, ou ailleurs. Quand on met le drapeau guinéen, vous pouvez voir les autres drapeaux, oui, c'est bien, vous respectez. Mais quand vous mettez le drapeau guinéen, il y a quelque chose qui se passe dans le cœur. Vous êtes fiers. On s'identifie à notre drapeau, à notre devise. Travail, justice, solidarité. Tous les Guinéens se reconnaissent en cette devise. Notre hymne national. Tous les Guinéens se reconnaissent en l'hymne national. Les joueurs de football de l'équipe nationale, avant certains matchs, eh bien, je suis sûr qu'ils sont très touchés lorsque cet hymne retentit dans le stade. L'hymne national que l'on appelle liberté, encore une fois. La monnaie. Les Guinéens se reconnaissent dans la monnaie, le franc guinéen. C'est notre identité, ça fait partie de notre identité. Notre territoire, je l'ai dit encore. C'est ça, le Guinéen, c'est ça. C'est ça qui fait que nous vivons ensemble, c'est ça que nous vivons les mêmes réalités et les mêmes symboles, nous identifions aux mêmes symboles. Sinon, il y a des étrangers aussi en Guinée, mais qui ne se reconnaissent pas dans ces symboles-là. Mais il n'y a pas seulement que ce que je viens de dire.
il y a des jours, le 1er mars, la monnaie guinéenne, création de la monnaie guinéenne. Tous les Guinéens connaissent le 1er mars. Ils se reconnaissent en ce jour. Le 2 octobre, tous les Guinéens savent que c'est la fête de l'indépendance, que c'est l'indépendance acquise. Et qu'on ne peut pas blaguer avec ces jours-là, ces symboles-là. C'est ça qui nous unit. C'est ça qui fait que nous sommes Guinéens. En fait, c'est ça. Si vous enlevez un, vous écorchez un peu notre identité de Guinéens. Mais le 28 septembre, jour qui a précédé l'indépendance, où il y a eu, contrairement aux autres pays francophones, la Guinée a dit non. Mais nous nous reconnaissons tous en ce jour-là. Quand le 28 septembre vient, tous les Guinéens de partout ont le même esprit convergé vers la mémoire de ce souvenir du 28 septembre. Vous voyez, c'est ça qui construit l'unité, c'est ça qui construit une nation. Mais lorsque vous violez ces symboles, comme le 28 septembre, aujourd'hui, quand il y a 28 septembre, on ne sait même plus, on pense même plus au massacre, mais on ne pense même plus à 58. Mais 2009, c'est terrible. Une partie de notre identité nous a été enlevée. Enlevée, c'est grave. Alors, jusqu'en 2009, on était heureux. Ce n'était pas un jour férié, mais le 28 septembre 1958 était dans tous les esprits, mais ce ne sera plus dans les esprits, sauf à se rappeler quelquefois. Par la faute de qui? Je ne réponds pas à la question, parce qu'on sait. Vous savez, même en démocratie, il faut se donner des limites. Même en démocratie, il faut se donner des limites. Sinon, on va vers le chaos. L'apôtre Paul, en s'adressant aux Corinthiens, disait « Tout est permis ici-bas, mais tout n'est pas utile. » Et il dit vrai. Et il disait aussi « Je vous exhorte, vous mes frères, tenez tous le même langage, ayez le même esprit. » Le 28 septembre, on aurait dû avoir le même langage, le même esprit. Aujourd'hui, il y a deux langages, il y a deux esprits. Celui de 58, celui de 2009. C'est dommage, c'est terrible, mais si on avait accepté de reporter, le 58 serait resté encore dans nos cœurs et dans nos esprits. Mais ce procès va nous laisser quand même un goût amer parce que les vrais acteurs du massacre ne sont pas là. Ben, je vais y revenir. On a beaucoup parlé de Kaléa, comme mes prédécesseurs l'ont dit, mais on n'a même pas arrêté un seul de Kaléa. Bon, on a trop parlé. Mais bon, parce qu'eux au moins ils auraient pu dire qui les a emmenés. Comme l'a dit Sidiki Berete hier. Au lendemain du 28 septembre 2009, eh bien, notre justice aurait dû se mettre en branle pour rechercher les vrais acteurs des assassinats et des viols. On a parlé tout le long de ce procès, comme je l'ai dit, des militaires en formation à Kaléa. Mais parce qu'au moins, chacun d'eux a un dossier. Il a un dossier, c'est une école, Kaléa. Il y a un dossier, il y a des adresses, il y a des numéros de téléphone. Bon, je ne sais pas si on est allé vers là-bas pour chercher. Alors, les investigations, l'enquête préliminaire laisse un goût amer, un goût d'inachevé. En réponse au ministère public et à la partie civile qui prétendent que tous ceux qui sont là sont coupables parce qu'ils étaient aux affaires, parce qu'ils étaient au pouvoir.
à la tête de l'État ou à la hiérarchie de la chaîne de commandement. Je reprends ceci. En Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire voisine, il y a eu des crimes de masse. Et comme l'a rappelé mes prédécesseurs, le président Laurent Gbagbo et le ministre Blé Goudé étaient au pouvoir au moment des faits. Ils ont été acquittés par la Cour pénale internationale. Souvenons-nous qu'ils ont été acquittés. C'est important. Ils étaient pourtant à la tête de l'État. Souvenons-nous que Laurent Gbagbo et Blé Goudé étaient poursuivis pour des infractions liées aux violences post-électorales de 2010. Plus précisément, ils étaient poursuivis pour crimes contre l'humanité, meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains. Et on a enregistré 3000 morts en Côte d'Ivoire. À l'époque, le président Gbagbo avait refusé de reconnaître, pour certaines raisons, la victoire proclamée du président Alassane Ouattara. Il a été acquitté de toutes les charges, avec son ministre Charles Blé Goudé, le 31 mars 2021, par un arrêt de la Chambre d'appel de la CPI qui a confirmé le jugement rendu le 15 janvier 2019 par la Chambre de première instance de la CPI. Les raisons de cet acquittement est que les juges, notamment le juge président Kouno Tarfousser, a constaté que les preuves produites par Madame le procureur étaient d'une faiblesse exceptionnelle. Et pourtant, elle avait apporté une montagne de documents. Quand je dis montagne de documents, c'était vraiment des documents vraiment indéchiffrables. Mais on a dit que vos preuves sont insuffisantes et elles reposent sur des bases incertaines. Vos preuves manquaient de crédibilité et de fiabilité pour donner lieu à une déclaration de culpabilité. Ce que Madame la procureure n'avait pas réussi à prouver, c'est qu'il n'y avait aucune politique visant à attaquer les civils. En fait, c'est ça. Elle a dit qu'il y avait une politique visant à attaquer les civils de manière généralisée et systématique. Mais vous avez compris, avec tout ce que j'ai dit, que ce n'est pas le cas des accusés. Ils ont tout fait pour empêcher. Il n'y a pas eu de plan commun. La CPI a dit qu'il n'y avait pas de plan commun et une politique d'attaque à grande échelle contre les manifestants. Et je vous demande de prêter attention à ce que je vais dire. Un des moyens d'acquitter Laurent Gbagbo et Blé Goudé, la Cour dit, la Cour a constaté que la marche sur la radio-télévision ivoirienne, organisée au début de la crise en décembre 2010, au cours de laquelle il y a eu 87 personnes qui avaient été tuées, avait été interdite par le président Laurent Gbagbo. Il a interdit et donc il ne pouvait pas être coupable. Ils ont interdit, ils ne peuvent pas être coupables. Ce que la CPI a dit, a déclaré, Monsieur le Président, inspirez-vous de ça. On ne peut pas avoir une justice contraire, enfin, je veux dire, vraiment aveugle. La justice, c'est vrai qu'elle est représentée par une dame qui a le bandeau fermé sur les yeux, mais il faut l'ouvrir, parce que parfois, une justice trop aveugle est une justice qui se perd. Il faut regarder et voir les choses. Il faut s'inspirer de ce qui a été fait ailleurs. La CPI dit, Gbagbo a interdit la marche. Ils sont allés quand même, ils ont trouvé la mort, Gbagbo n'est pas responsable. Voilà ce qui est dit. Ils ont tout fait. Ils ont interdit. Ils sont même plus que ça, ils ont appelé. Il y a un même officier supérieur qui était sur place même pour interdire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire plus que ça? Gbagbo n'a pas fait tout ça. Il a seulement interdit, c'est tout. Mais on dit non. Vous n'êtes pas coupable parce que vous avez interdit. Alors, comment la CPI peut acquitter Laurent Gbagbo de ce fait et que la Guinée, bon, je ne préjuge pas de votre décision, mais que la Guinée dise ils sont coupables. Ça ne va pas, il y a quelque chose. Bon, de toute façon, je ne vais pas préjuger, on n'en est pas là. Mais dans tous les cas, Monsieur le Président, je vous demande de vous inspirer de
la jurisprudence Laurent Gbagbo. En tout cas, je ne vois pas pourquoi les accusés ici ne seraient pas acquittés. Comme Laurent Gbagbo. J'en viens à une des victimes de la justice guinéenne. La justice guinéenne a fait une victime qui est dans la salle. Et c'est vraiment déplorable. Cette victime, c'est C.C. Raphaël Haba. Son cas est triste, mais en même temps révoltant, inadmissible, inconcevable. Mais avant de laisser exploser ma colère, parce que quand même c'est vraiment énervant ce qui se passe avec lui, je voudrais vous parler de C.C. Raphaël Haba. Ou plutôt, avant d'y aller, parlons de quelque chose qui est très curieux, c'est le prononcé de l'affaire. Ministère public contre C.C. Raphaël Haba. Mais pourquoi son nom vient en première position? C'est ça que je ne comprends pas. Parce que dans les affaires, c'est celui qui dirige, c'est celui qui a la tête qui vient au début. Ça, ce n'est pas votre faute, Monsieur le Président. C'est l'affaire que vous avez eue du pool des juges d'instruction. Et ils ont nommé cette affaire comme ça. Et vous l'appelez comme ça. Mais bien sûr. Mais je ne peux pas comprendre. Même quand on parle de crimes contre l'humanité, ce n'est pas possible de mettre le nom de quelqu'un qui, vraiment, dans les faits, il n'y a presque rien. Et puis, on met son nom à la tête. Ça ne va même pas. Et puis, même, le grade et tout ça, la personnalité, tout ça, les actions commises, tout ça, qu'on reproche. Mais vous mettez son nom au début, pourquoi? Pourquoi le pool des juges d'instruction a mis son nom au devant? Je ne comprends pas. C'est vraiment un déphasage avec les faits. C'est un déphasage avec tout ce que nous avons entendu. C'est un déphasage avec la réalité. Vraiment. Mais vous comprenez que la justice a causé du tort à cet homme d'une humilité extraordinaire. Même son nom est prononcé en premier, partout en Guinée et ailleurs dans le monde. Bon, mais Dieu merci, il a gagné la bataille de l'opinion parce que partout ailleurs, les gens ont compassion pour lui, puisqu'on nous appelle de partout pour nous encourager à sa défense. Parce que les gens ont le sentiment qu'il n'a rien à voir dans cette affaire. Alors, ministre public contre C.C. Raphaël Haba, bon, si le garde-corps a plus d'importance que son supérieur et autres, bon, c'est supérieur, je veux dire. Bon, c'est la justice guinéenne, hein. On est entre nous, il faut se dire la vérité. Bien. Alors, comme je le disais, dans cette salle, il y a des victimes du massacre, mais il y a une victime, C.C. Raphaël Haba, victime de cette face sombre de la justice, que je ne souhaite à personne. La justice inhumaine, liberticide. Cette face de la justice qui, avec une légèreté déconcertante, peut vous broyer, vous détruire, sans argument sérieux, sans moyen sérieux, motif sérieux. Si vous connaissez l'histoire de C.C. Raphaël Haba, vous aurez peur de la justice. Vous aurez peur de la justice. Mais la justice ne doit pas faire peur aux citoyens. Elle doit se rapprocher des citoyens pour que ceux-ci puissent faire appel à elle en cas de besoin. Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, l'homme C.C. Raphaël Haba, qui incarne l'humilité, comme je l'ai dit, et la simplicité poussée à l'extrême, est un homme de devoir, honnête. Ce n'est pas parce que c'est mon client, mais tout le monde le dit, même dans l'armée, partout où il est passé, à la maison centrale, vous pouvez demander à tous les gardes pénitentiaires. C'est un homme qui entretient et qui cultive l'amour du prochain,
l'amour de son prochain, c'est vraiment la devise de C.C. Raphaël Haba. C'est un homme de valeur. En tout cas, ceux qui le connaissent vous en diront plus. Et C.C. Raphaël Haba fait sienne cette parole de Paul de Tarse qui dit « Vous pouvez posséder des richesses ou avoir une position élevée dans la société, ou un pouvoir ou une autorité considérable. Mais si vous n'avez pas d'amour pour les autres, vous n'êtes rien. Vous pouvez avoir de l'argent, du pouvoir et tout, mais si vous n'aimez pas les autres, vous n'êtes rien. Vous n'êtes absolument rien. D'abord, vous n'êtes rien aux yeux de Dieu, mais vous n'êtes rien. C'est vos valeurs, c'est votre richesse, vos maisons, vos voitures qui ont de la valeur, mais vous n'êtes rien. Mais si, comme C.C. Raphaël Haba, vous êtes un petit dans la société, un moins gradé, et que vous aimez les autres, vous les respectez, vous avez de la considération pour eux, alors vous êtes un grand homme, un homme avec un grand H. Malheureusement, la société préfère voir ceux qui ont des moyens et les placer devant, et ceux qui ont un grand cœur, les ignorer, très malheureusement. Mais ce n'est pas le choix de Dieu. C.C. Raphaël Haba a été recruté, et d'abord il est né, pour vous le présenter, à Beila. Il a fait son école primaire, secondaire, tout ça, je passe tous ces détails. Mais en 2002, il va intégrer l'armée guinéenne. Enfin, oui, intégrer l'armée guinéenne le 1er mars 2002. Et cela s'est passé à Lola, et il viendra à Kindia. À Kindia, il va suivre une formation et sera soumis à un test et sera admis à l'artillerie du camp Alpha Yaya Diallo. Et il va suivre une autre formation de spécialisation solaire en 2003. Et il est nommé comme porteur d'armes lourdes, sol-sol, et suivre aussi une formation CT1 accompagnée d'une attestation. Et donc, c'est lors des revendications d'augmentation des soldes, appelée à l'époque l'affaire du bulletin rouge, dont vous vous rappelez certainement, eh bien, qui va faire la rencontre avec le président Moussa Dadis Camara et également Pivi qu'il connaissait avant, mais ils se sont rencontrés au camp Samori Touré. Alors, il a... le capitaine Dadis, le capitaine Marcel, pardon, et Toumba Diakité sont venus le rencontrer pour aller le présenter au président Moussa Dadis Camara à son domicile à Lambagny. Eh bien, pourquoi? Parce que Marcel avait eu une opportunité d'aller faire ses études à l'extérieur, en Russie, je crois, en URSS, et donc il devait prendre la place de Marcel. Et donc, mais avant cela, tout le souci de C.C., c'était vraiment de quitter Conakry. C.C. n'est pas un homme qui aime l'ambiance, si on peut dire comme ça, qui aime le bruit. Il voulait aller à l'intérieur, il voulait être affecté à l'intérieur. Et tout était prêt pour qu'il soit affecté à l'intérieur, loin de Conakry. C'est un homme qui aime la paix, qui aime la tranquillité, il ne parle même pas beaucoup. C'est ça son environnement. Donc il voulait s'éloigner de Conakry. Mais le président Dadis l'a demandé de rester auprès de Toumba. Voilà. Et donc il est devenu garde-corps de Toumba. Mais comme c'est un homme, comme il est, vous voyez, les relations Toumba-CC, c'est vraiment une grande relation, une relation de confiance incroyable. Incroyable. Et vous savez, on vous l'a dit, Toumba est allé jusqu'à lui confier tous ses téléphones. Je ne sais pas si vous le faites avec vos chauffeurs et autres, mais il l'a fait.
Il a donné à CC ses clés de chambre. Il a même la nourriture qu'il mange, CC prépare. Si vous avez une confiance aveugle pour quelqu'un, c'est cela. Mais c'est le comportement de CC qui emmène Toumba à avoir confiance en lui. Parfois, vous pouvez être l'homme le plus honnête de Guinée et vous retrouvez à la maison centrale, malgré vous, et faire 14 ans. Vous pouvez être l'homme de devoir, l'homme qui, vraiment, toute sa vie, a tout fait pour respecter les règles, la discipline. Mais vous retrouvez à la maison centrale par la faute des juges. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, puisqu'il est resté à Conakry, le 27 septembre 2009, il part à la baie avec la délégation présidentielle. Il n'était pas dans la même voiture que Toumba, mais pour une fois, ils étaient ensemble quand même. Mais tout son souci, le 27, tout le souci de C.C. Raphaël là-bas, c'était par rapport à son épouse, qui avait des problèmes de santé, en grossesse, mais en difficulté. Il était mal à l'aise, le 27 à la baie. Comment rejoindre mon épouse pour l'accompagner à l'hôpital? Tout son souci, c'était ça. Alors, les gens peuvent être étonnés. Pendant les débats même, certains avocats, en posant des questions, étaient étonnés qu'ils préfèrent aller auprès de son épouse plutôt de continuer à travailler. Mais quand même, tous les hommes ne se ressemblent pas. Il y a des hommes qui savent, qui sont responsables de famille et qui ont un rôle d'époux à accomplir. Il aime son épouse. Il veut être aux côtés de son épouse, quel que soit. Alors, quand il retourne de la baie, son problème c'était, mais comment je vais demander à Toumba la permission d'aller vers mon épouse? Parce qu'il a peur que Toumba, il respecte beaucoup son supérieur, refuse ou en tout cas dise autre chose. Parce qu'ils sont collés, si on peut dire. Hein, ton pied, mon pied, si on peut dire comme ça. Mais, ce jour-là, en avançant pour aller vers Toumba, il était content. Content parce qu'entre-temps, il avait appris que ce jour était férié. Il s'est dit, si le 28 est férié, j'ai une chance que Toumba puisse accepter de me laisser partir. Il le trouve couché. Et ça encore, ça l'a encore donné plus de courage. Alors il demande à Toumba la permission. Et Toumba lui dit, CC, on va se reposer aujourd'hui, vraiment, voilà, donc tu peux aller. Il prend 400 000 parce qu'on connaît tous la générosité de Toumba. Il prend 400 000 francs guinéens et il lui remet pour contribution pour son épouse. Et c'est ainsi que CC s'en va à la clinique, chez lui, et après, il envoie sa femme à la clinique. Et pendant 2 jours, ils font fait des va-et-vient, maison, clinique, maison, clinique. Donc, pendant ce temps, le 28 septembre avait cours. Mais lui, il ne savait pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'est en prison qu'il va avoir les détails de tout ce qui s'est passé. Parce que Marcel va lui raconter un peu, voilà les choses. Alors, son épouse, malgré toutes les difficultés, va enfanter une fille qui, à l'âge du massacre du 28 septembre 2009. Sa femme, qui était tellement faible, eh bien, C.C. Raphaël va la confier à sa mère et il va reprendre le travail. Bon, et puis vient le 3 décembre 2009, avec l'épisode de la tentative d'assassinat du président Dadis. C.C. est un incompris. Beaucoup de choses ont été dites par rapport à cet événement. Mais ce qui est sûr, C.C. c'est quelqu'un de sincère. Toumba l'a dit pendant les débats. Je crois qu'on lui a posé une question, je ne sais plus laquelle, mais il a dit non, C.C., vraiment, il est sincère.
Et je crois ce qu'il dit quand il dit qu'il a contribué à sauver le président Moussa Dadis Camara. Alors que ceux qui étaient autour se lamentaient, pleuraient, se lamentaient. Mais Cécé a dit, mais vous pleurez, tout ça, mais emmenons le président. Et c'est comme ça qu'ils l'ont envoyé pour le sauver. Mais au lieu de récolter les fruits de cet héroïsme, de son bienfait, Cécé sera renié par sa communauté. Quand je vous dis que son histoire fait pitié, c'est ça. C'est qu'il sera plutôt pourchassé, traqué. Le but était de l'éliminer, de le tuer, carrément. Il aurait donné, on l'a dit, le secret de Makambo à Toumba. Et c'est ce qui a permis à Toumba de vaincre Makambo et de tirer sur le président. Et donc, si le pouvoir du CNDD a été perdu, c'est quelque part à cause de Cécé Raphaël Haba. Donc, sa communauté, dans tout ça, ne lui pardonne pas ça. Et il est haï, il est donc haï. Il a été recherché, arrêté, il sera même torturé au camp, arrêté et séquestré, si on peut dire comme ça, parce que ce n'est pas une arrestation légale, séquestré au 32 escaliers. Et je ne vous dis pas ce qu'il a subi. Il y a des âmes sensibles. Mais il a fallu Pivi, heureusement. Comme on dit, Dieu est toujours éveillé. Pivi va demander à ce qu'il sorte de là et qu'on le remette à la justice. La justice va statuer sur son cas. Pour un militaire, à l'époque, c'était la bonne attitude. Mais on ne peut pas effacer les menaces qu'il a subies, les injures. Son épouse sera injuriée, c'est l'épouse d'un traître. Plus personne ne lui adresse la parole, même dans le quartier, isolée. Elle sera même enlevée pour qu'elle dénonce où se trouve, enfin, avant qu'il soit arrêté, où se trouve son mari. Mais cette dame, bon, elle a subi ça, mais bon, c'était le sort de l'épouse de quelqu'un qui était recherché comme Cécé Raphaël Haba. Alors, vous voyez un peu, dans la recherche de Cécé, ne le trouvons pas chez lui, on a tout saccagé, tout détruit. On a volé ce qu'on a pu voler, mais on a tout saccagé. Voilà ce que cet homme a subi de grave. Il a échappé à la mort, mais Dieu merci. Mais son calvaire n'est pas fini. C'est la justice maintenant qui va s'en prendre à Cécé, qui va mettre la main et s'acharner sur lui. Il sera poursuivi pour tentative d'assassinat du président Dadis. Ce qui est normal, tous ceux qui étaient là peuvent être poursuivis, ce n'est pas un problème. Il sera emprisonné à la maison centrale. Mais, après enquête et instruction, sa liberté sera ordonnée. Cécé Raphaël Haba croit qu'il va sortir. Il y a l'ordre de mise en liberté du procureur général. Il s'apprête à sortir quand on lui dit « Ah, tu es poursuivi pour le 28 septembre. » Alors, il tombe des nues parce qu'il ne comprend pas. 28 septembre, moi j'étais à la clinique. 28 septembre. Mais on lui dit, tu restes en prison, tu ne sors pas. C'était le premier poursuivi du 28 septembre. Le premier arrêté du 28 septembre. Alors, pour quelqu'un qui n'était même pas au stade, vraiment.
Alors, je vous laisse imaginer le moral de Cécé. Alors, pourquoi Cécé est renvoyé? Qu'est-ce qui est reproché à Cécé? Eh bien, je vais vous dire. 14 infractions. 14 infractions en une demi-journée. Il faut le faire. Hein? Je crois que son nom mérite d'être